Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Deux Savates et d'épée, le podcast 100% arts martiaux français. Nous voilà dans l'épisode 5, le troisième d'un arc consacré à la boxe française traditionnelle. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'âge d'or de la boxe française. Alors, accrochez-vous, c'est parti. Il y a des succès qui contiennent en germe les conditions de leur propre fragilisation. La boxe française dans la seconde moitié du XIXe siècle est de cela. Elle entre dans les institutions, l'armée, les sociétés de gymnastique et l'école. Elle produit des champions, des théoriciens, des traités. Elle séduit à la fois l'aristocrate et le bourgeois, le militaire et l'étudiant. Elle rayonne jusqu'au Japon, et j'y reviendrai parce que c'est une histoire dont je ne veux pas vous priver. Tout cela, elle le doit en grande partie au travail colossal d'une poignée d'hommes qui ont su lui donner une doctrine, une esthétique et une légitimité. Mais cette réussite a un revers. À force de se développer et de s'imposer partout au point de s'institutionnaliser, la boxe française va finir par en payer le prix. Ce que vous allez entendre dans cet épisode, c'est l'histoire de ce glissement. Pas une rupture brutale, une érosion lente, presque invisible, jusqu'au soir du 28 octobre 1899, où tout devient soudainement lisible. Pour raconter cette histoire, je m'appuie largement sur les travaux de Jean-François Louchard dont l'ouvrage « Histoire de la savate, du chausson et de la boxe française » reste l'une des références incontournables sur le sujet. Ainsi, deux fils vont traverser cet épisode. Le premier, c'est celui de la massification institutionnelle. À partir du milieu du XIXe siècle, la boxe française entre dans les sociétés de gymnastique, puis dans l'armée, puis dans l'école. Chaque institution va la modeler à sa façon, et ce modelage a un coût. Le second fil, c'est celui de la boxe spectacle, parce qu'en parallèle des salles feutrées et des manuels militaires, il y a une autre boxe, celle des grandes salles parisiennes comme la salle Valentino ou la salle Wagram, puis celle des académies qui doivent remplir leurs salles et justifier leur méthode et donc en faire la publicité. Une boxe qui dépend d'un public payant et qui doit donc lui rendre des comptes. C'est la rencontre de ces deux dynamiques et la pression commerciale qu'elle engendre sur les grands instructeurs qui va créer les conditions de la crise de cette fin de siècle. Et c'est une mutation de la société tout entière, à savoir l'irruption des sports et principalement de la boxe anglaise dans les mœurs parisiennes qui va rendre cette crise inévitable. Mais n'anticipons pas. Prenons le temps de comprendre comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Abordons tout d'abord la massification de la boxe française à travers sa pénétration dans les différentes institutions. Le premier grand vecteur de diffusion de la boxe française à partir du milieu du XIXe siècle, ce sont les sociétés de gymnastique. Et pour comprendre ce que cela implique, il faut d'abord saisir ce qu'est une société de gymnastique à cette époque, parce que ce n'est pas du tout ce que le mot évoque aujourd'hui. Ces sociétés sont une sorte d'association. Elles apparaissent partout en Europe après 1815, dans le sillage des guerres napoléoniennes. Elles ne sont pas de simples associations sportives. Elles ont une dimension sociale, éducative et surtout patriotique très marquée. On y retrouve principalement de jeunes hommes qui pratiquent des exercices physiques collectifs. Mais l'objectif n'est pas seulement de les rendre plus forts ou plus agiles, c'est de forger des citoyens, de préparer des soldats potentiels et de souder des communautés autour d'un idéal national. Le mouvement des sociétés de gymnastique est né en Allemagne, précisément en réaction à l'humiliation des guerres napoléoniennes. Les sociétés de gymnastique allemandes et suisses sont les premières et les plus nombreuses. Attention, quand je parle ici d'Allemagne, je parle bien sûr de territoire allemand, au pluriel. Les sociétés françaises qui se développent dans le sillage des sociétés de gymnastique allemandes et suisses sont largement influencées par celles-ci, à la fois dans leur organisation, dans leur programme et dans leur concours intersociétés, qui va rassembler
des centaines, voire des milliers de participants. C'est dans ce contexte que la boxe française va y faire son entrée. Et c'est une entrée en demi-teinte, parce que la discipline se heurte d'emblée à un problème structurel. Comment enseigner un art martial individuel dans un cadre collectif et de masse? La réponse vient d'un homme que l'on a déjà croisé dans les épisodes précédents, Monsieur Henri Jarry de Bouffémont, fondateur de la Société libre de gymnastique d'Épinal, aussi appelée la Vosgienne. Dans son manuel éclectique de gymnastique, il propose un ensemble de leçons de boxe française qui résolvent élégalement le problème. Plusieurs personnes peuvent être entraînées simultanément en exécutant les mêmes gestes en miroir, sans affrontement réel, donc sans le coup des gants et sans le risque des blessures. La boxe devient un exercice de groupe, presque une chorégraphie martiale. C'est efficace et c'est pratique. Mais vous voyez déjà ce qui se perd dans l'opération. L'imprévisibilité de l'adversaire, la gestion de la distance réelle, la prise de décision sous pression. Tout ce qui fait le sel d'un vrai assaut de boxe française est absent. Ainsi, la boxe française entre dans les salles de gymnastique, mais elle ne se pratique pas comme elle se pratiquait dans les salles privées parisiennes de Vigneron, de Lecourt ou de Loboucher, comme nous l'avions évoqué dans l'épisode précédent. Pendant longtemps d'ailleurs, elle ne figure pas au programme officiel des concours entre sociétés de gymnastique. Mais elle est pratiquée en interne, mais pas exposée publiquement lors des grandes rencontres. Il faut attendre 1873 et surtout le traumatisme de la défaite de la guerre franco-prussienne en 1870 pour qu'elle fasse une vraie apparition dans les réunions et concours inter-sociétés de gymnastique. Et encore, elle apparaît sous deux formes bien différentes, soit sous la forme d'exercices collectifs, chorégraphiés, appelés aussi mouvements d'ensemble, soit sous une forme d'assaut, c'est-à-dire d'affrontement réel entre deux pratiquants sous les yeux du public. Les chiffres que nous avons vus sur cette période sont parlants. Entre 1879 et 1881, sur 20 réunions où la boxe française est présente, 14 se font sous forme d'assaut. La dimension combative est encore présente. Mais entre 1882 et 1883, la tendance s'inverse brutalement. 4 rencontres sur 5 passent au mouvement d'ensemble. Elles sont organisées sous la forme de mouvements d'ensemble. Ce renversement n'est pas un hasard. Il reflète l'influence croissante d'un autre secteur, beaucoup plus puissant, celui de l'armée, et notamment le modèle de l'école normale de gymnastique de Joinville. En effet, la défaite de 1870 est un séisme pour la France. En quelques semaines, l'armée prussienne a écrasé les troupes françaises pourtant réputées. La République naissante, héritée d'une armée démoralisée, d'un territoire amputé de l'Alsace-Lorraine et d'une opinion publique traumatisée. La revanche, le mot circule partout, ne sera possible qu'à condition de transformer en profondeur les institutions militaires. Et cette transformation passe notamment par l'universalité du service militaire, dont la durée passe de 7 ans à 1 an. Ce changement est considérable. Il signifie qu'il faut désormais former non plus quelques dizaines de milliers de soldats de métier, mais des centaines de milliers de jeunes recrues chaque année. De jeunes hommes souvent peu robustes, venus de milieux très divers, sans aucune expérience militaire. La gymnastique, l'escrime, la canne, le bâton, la boxe française, la danse et la natation vont permettre cela, car toutes ces disciplines entrent dans leur cursus de formation. Mais comment enseigner tout cela à une telle échelle? C'est là qu'intervient l'école normale de gymnastique de Joinville-les-Ponts, fondée sous le Second Empire, dissoute après la défaite de 1871 et à nouveau reconstituée en 1872. Elle devient le laboratoire de ce que j'appellerais le modèle de Joinville, un enseignement standardisé, transmissible à grande échelle, conçu pour des instructeurs qui doivent eux-mêmes former des dizaines d'élèves à la fois. L'enjeu n'est pas de former des combattants d'élite, c'est de donner à des masses de jeunes hommes une éducation physique minimale, disciplinée et uniforme. Et cela change tout à la manière dont on conçoit les pratiques martiales. En 1874,
l'école organise l'une des toutes premières représentations publiques de boxe française. La revue maritime et coloniale de juillet à septembre 1874 en publie un compte-rendu détaillé qui décrit la scène devant la redoute de la Faisanderie. Plus de 300 élèves de boxe et de bâton, dont une cinquantaine de marins, exécutant d'abord des mouvements d'ensemble, puis 24 d'entre eux se livrant 2 à des affrontements devant le public. Le compte-rendu parle d'exercices toujours intéressants, souvent amusants. En tout cas, il s'agit d'une mise en scène spectaculaire qui sera répétée et affinée pendant des décennies. En 1876, le journal militaire officiel du 18 décembre enregistre une première pour l'histoire. 2 moniteurs de boxe, 2 moniteurs de canne et 2 moniteurs de bâton sont nommés officiellement au sein de l'école afin d'y dispenser des cours. La boxe française entre dans l'organigramme militaire. En 1877, le ministère de la Guerre publie un manuel qui reprend les exercices de boxe française de canne et de bâton, s'inspirant largement du manuel de la marine publié 2 ans plus tôt, en 1875. La boxe y constitue alors la 4e partie intégrée dans un ensemble plus vaste consacré à la gymnastique militaire. Ce manuel est important parce qu'il révèle très clairement quelle boxe l'armée veut enseigner et pourquoi. La section des règles générales est explicite. La boxe doit permettre d'éduquer le soldat à l'ordre et à la discipline. La pratique individuelle est délaissée au profit d'une pratique collective. Les séquences de mouvements sont décomposées en temps, des micro-étapes que l'élève doit marquer et tenir avant de passer à la suivante. Le coup de pied, par exemple, est divisé en phases distinctes avec un arrêt marqué sur chacune, ce qui lui donne un aspect presque statuaire, voire mécanique. On est très loin de la fluidité d'un assaut réel. Regardez par exemple comment ce manuel de 1877 décrit le salut. Je cite « Attention, étant placé à la position du soldat sans armes, élevez le bras droit tenu en avant, les doigts levés, placez la main gauche sous l'aisselle droite, le pouce en dessous, les autres doigts en dessous. » Un salut décrit avec autant de précision qu'un exercice d'artillerie. Ce niveau de détail dit quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas que la boxe qu'on enseigne, c'est aussi l'obéissance à travers la boxe. Joseph Charlemont, dont on parlera longuement dans la deuxième partie, déplore d'ailleurs cette uniformisation. Selon lui, elle produit des élèves moins bien formés. On le comprend. Ce modèle militaire n'est pas conçu uniquement pour former des spécialistes de l'autodéfense avec un maître qui passerait de longues heures à corriger leur posture dans une salle feutrée, plusieurs fois par semaine. Non, mais plutôt pour discipliner et endurcir des élèves en masse. Alors même si la formation des maîtres d'armes qui est enseignée à Joinville est complète et qu'ils sont de véritables spécialistes, la durée du service militaire ne permet pas de faire de leurs élèves de véritables experts. En revanche, elle leur donne une base très riche, et je paierais cher aujourd'hui pour avoir la chance de recevoir les mêmes enseignements. La trajectoire des manuels militaires sur les décennies suivantes confirme cette évolution. En 1893, les assauts disparaissent complètement de leur page. En 1902, la boxe française est intégrée à la partie développement et assouplissement, au même titre que la natation ou les exercices d'assouplissement eux-mêmes. Ce manuel de 1902 introduit tout de même 2 nouveautés non référencées jusqu'alors dans l'enseignement militaire. Le chassé et le coup de pied direct. Mais l'esprit général est très clair. Pour l'armée, la boxe française est devenue, en plus d'une méthode de combat, une méthode hygiénique, un outil de mise en forme générale du corps. Mais le modèle de Joinville va avoir une influence qui dépasse largement les frontières françaises. Et c'est l'un des 2 aspects les plus surprenants de cette histoire. Sous l'ère Meiji, le Japon est en pleine modernisation. Pour réformer son armée, il fait appel à des instructeurs étrangers. L'un d'eux, l'instructeur de gymnastique français François-Joseph Ducrot, se rend au Japon en 1872 pour y enseigner la gymnastique et la boxe française sous la forme de la fameuse leçon sur 4 faces, développée
dans les murs de l'école de Joinville. Cet exercice de déplacement et d'orientation successivement dans 4 directions qui permet de travailler les techniques de manière structurée et symétrique. Des chercheurs ont ainsi établi un lien entre ce modèle pédagogique et la manière dont le karaté sera plus tard standardisé pour l'enseignement de masse. L'héritage est inattendu, indirect, mais réel. Une partie de la forme pédagogique du karaté moderne vient du modèle de Joinville. Par le biais de l'armée, la boxe française va également pénétrer dans une troisième institution, celle de l'enseignement scolaire. Et ici, l'intégration est plus tardive, plus chaotique et révélatrice des tensions idéologiques de l'époque. Avant 1870, la gymnastique est quasiment absente des écoles françaises. Quelques textes réglementaires existent, mais ils restent largement lettres mortes. Les frères Lecourt et les Charlemont, père et fils, ont bien introduit la boxe dans certains établissements, mais à titre exceptionnel, sur invitation, pas dans des programmes officiels. Le tournant vient de la défaite de 1870 et du traumatisme national qui s'ensuit. Il faut préparer la jeunesse, régénérer la France, forger des corps robustes qui pourront un jour prendre leur revanche. La gymnastique et les pratiques martiales entrent dans ce projet, mais sous une forme particulière qui va elle-même être contestée. L'épisode des bataillons scolaires créés en 1882 est révélateur de ces ambivalences. Ces organismes parascolaires ont pour but de sensibiliser les élèves au monde militaire. Tir au fusil, marche, gymnastique et discipline. Plusieurs manuels publiés sous l'influence de leurs dirigeants intègrent la boxe française dans leur programme, directement inspiré du manuel du ministère de la Guerre de 1877. L'idée étant de former de futurs soldats capables de se défendre dès le plus jeune âge. Mais très vite, des voix s'élèvent contre cette militarisation de l'école, notamment le docteur Collineau, qui s'insurge contre le caractère trop martial des exercices, jugés inadaptés au corps en croissance. Plus généralement, l'idéologie nationaliste véhiculée par les bataillons scolaires est critiquée dans les milieux républicains et pacifistes. Une dispute qui reflète les fractures profondes de la société française de la Troisième République naissante. À partir des années 1880, ces bataillons vont disparaître progressivement. Ce qui reste, c'est l'enseignement scolaire proprement dit. En 1891 paraît un manuel d'exercices et de jeux scolaires qui intègre des exercices de boxe française, mais dans une partie intitulée Gymnastique de développement, pas dans une partie de combat. 10 pages seulement sont consacrées à la boxe. Les assauts sont totalement absents et on est très loin de l'enseignement des salles privées. Jean-François Loucher, dans son travail de thèse, révèle d'ailleurs que le manuel de 1891 était intéressant pour ce qu'il révèle de la méthode qui prédomine dans l'institution publique. Effectivement, il en arrive à la conclusion que les coups de pied latéraux, dans ce manuel de 1891, sont exécutés les bras en protection devant la poitrine, ce qui correspond à la méthode des frères Lecourt, telle qu'elle est décrite par leur prévôt Julien Leclerc. Cette façon de faire et d'exécuter le mouvement ne correspond pas à la méthode Charlemont, où les bras partent vers l'arrière pour contrebalancer le déséquilibre. D'après lui, la méthode qui s'impose à l'école publique est donc un mélange entre le modèle de Joinville et l'héritage des frères Lecourt. Charlemont, qui triomphe dans les salles civiles, n'a pas réussi à s'imposer dans les programmes officiels de l'éducation nationale. Enfin, pas encore, nous le verrons. Pourquoi ? Bien, sans doute parce que sa méthode est jugée trop exigeante et trop individualisée, trop orientée vers la performance. L'école a besoin d'exercices collectifs, simples, à transmettre et en grand groupe, et non dangereux. La boxe française académique ne répond pas facilement à ces critères. Parlons maintenant de Joseph Charlemont en lui-même et comment est-ce qu'il a réussi à construire son empire à partir de sa méthode. Il a un parcours hors norme, ce Joseph Charlemont, puisqu'il est un personnage à part dans cette histoire de la boxe française, et pas seulement parce qu'il est le plus grand nom de la boxe française de son époque, c'est aussi un homme dont la trajectoire personnelle est particulièrement romanesque. Après 14 ans dans l'armée,
il quitte le service en 1869 et devient professeur de boxe au gymnase de la Sorbonne. Une reconversion qui dit quelque chose sur l'époque. Les pratiques martiales entrent dans les lieux du savoir et de la culture bourgeoise. Mais la guerre contre la Prusse change tout. Charlemont s'engage dans la garde nationale et il est nommé lieutenant à la 6e compagnie du 119e bataillon grâce à son passé militaire. Il participe à la défense de Paris, puis prend parti pour la Commune. Ce choix politique lui vaut une condamnation par contumace le 24 septembre 1872 à la déportation dans une enceinte fortifiée. Il est déjà en Belgique au moment du jugement, se sachant fortement surveillé. Il y restera jusqu'en 1880, date à laquelle la loi d'amnistie lui permet de rentrer en France. 8 ans d'exil pendant lesquels il ne reste pas inactif. Il enseigne l'escrime, la boxe et la canne à Bruxelles, affronte d'autres pratiquants dans des assauts et construit sa réputation. Et en 1877, depuis son exil, il publie son premier grand traité. Charlemont raconte lui-même dans son ouvrage La boxe française historique et biographique que lors d'un voyage clandestin à Paris, il se rend notamment à l'enterrement de Louis Vigneron le 25 août 1871, il est reconnu dans une rue par des policiers. 8 d'entre eux tentent de l'interpeller et tous finissent au tapis. Il parvient à s'échapper. Il faut noter que lors de cet enterrement, il n'est pas encore officiellement condamné. Il a fui en Belgique dès juin 1871, se sachant surveillé. Mais l'anecdote des policiers est sans doute romancée, mais elle dit quelque chose du personnage. Charlemont se plaît à entretenir sa propre légende. Ce traité de 1877 est une photographie précieuse de sa méthode à un moment intermédiaire de sa vie. Il n'est pas encore installé à Paris comme professeur civil. Les considérations commerciales ne pèsent pas encore sur la forme de sa boxe. On peut donc le lire comme une synthèse honnête de ce qu'il a mis au point pendant ses années dans l'armée et au début de son exil belge, sans les compromis que la nécessité de séduire un large public imposera plus tard. L'ouvrage se décompose en 7 parties. Les 5 premières sont consacrées à la boxe française proprement dite, la 6e à la boxe anglaise et la 7e aux règles en assaut. Que dit ce traité sur le plan technique ? La caractéristique la plus visible est la position des bras lors des coups de pied. Chez Charlemont, quand on frappe avec la jambe, les bras partent vers l'arrière et vers le bas pour contrebalancer le déséquilibre et préparer une éventuelle chute. C'est une position qui privilégie l'équilibre et la sécurité du pratiquant. Chez les frères Lecourt, en revanche, et Julien Leclerc le confirme dans son article La vie au grand air de 1898, les bras restent en protection devant la poitrine, même pendant les coups de pied. Ce n'est pas qu'un détail technique, c'est un choix quasi philosophique sur ce que doit être la priorité d'un coup, l'efficacité immédiate ou la capacité à s'assurer une sécurité durant l'exécution du mouvement. On retrouve d'ailleurs dans le traité de Charlemont de 1877 des techniques très similaires à celles du traité de Louis le Boucher paru en 1844, avec ces mêmes différences de position de bras qui distinguent clairement les deux écoles. Autre spécificité décisive, la gestion de la distance. Dans la méthode Charlemont, les opposants sont plus éloignés l'un de l'autre qu'en boxe anglaise. Cette distance est la condition même de réalisation des coups de pied et principalement des coups de pied spectaculaires donnés à la tête dans la méthode Charlemont. Si vous réduisez la distance, les coups de pied deviennent impossibles. Ainsi, le combat se transforme en lutte et tous les avantages de la boxe française s'évaporent. Cette obsession de la distance explique aussi ce qui manque dans le traité de 1877. Les enchaînements poing-pied y sont très rares. Les crochets et les uppercuts, alors que pourtant il y a une partie consacrée à la boxe anglaise, sont absents de cette méthode. Les esquives ne sont pas abordées et les contre-attaques dans l'attaque de l'adversaire sont quasi inexistants à l'exception du coup d'arrêt sur le coup de pied bas. La boxe Charlemont est une boxe de la ligne et de la distance pensée pour le face-à-face entre deux adversaires qui jouent assaut selon les mêmes règles. Toujours est-il que, dès son retour d'exil en 1880, Charlemont s'impose dans le paysage civil avec une énergie remarquable. L'homme a 40 ans passés, une réputation solide construite en Belgique et une ambition claire,
devenir la référence incontournable de la boxe française dans la France républicaine. Il commence par organiser des assauts au grand gymnase dirigé par Eugène Passe, 40 rue des Martyrs, entre 1880 et 1882, devant plusieurs centaines de personnes. Fini le temps des assauts conviviaux dans des granges et des arrière-salles de café durant l'avant-guerre. Charlemont vise grand. Il monte ensuite des représentations annuelles dans la salle du Grand Orient, rue Cadet dans le 9e arrondissement de Paris. Pour la représentation du 16 avril 1885, par exemple, nous savons que l'entrée était payante et le prix était fixé à 3 francs. Au programme, il y avait une douzaine d'assauts entrecoupés de démonstrations de cannes et de boxe, des échanges entre Charlemont père et Charlemont fils, et même 3 boxeurs britanniques de passage pour faire couleur locale. Ces soirées sont des événements mondains autant que sportifs. On vient voir, mais on vient aussi être vu. La boxe française s'affiche dans les colonnes des journaux sportifs. Elle construit sa notoriété dans les cercles bourgeois et aristocratiques. Le 1er octobre 1887, Charlemont franchit une étape supplémentaire en fondant son académie de boxe, domiciliée au 24 rue des Martyrs. L'académie n'est pas une simple salle d'entraînement. Elle dispose d'une salle principale, d'une salle de réception, de douche, d'une salle d'hydrothérapie et 2 vestiaires séparés pour les étudiants, les jeunes filles et les hommes. C'est une institution à part entière, un lieu qui signale que la boxe française a atteint un niveau de respectabilité comparable à l'escrime ou à la natation. Le 1er janvier 1890 est créée la Société des boxeurs français, avec le docteur Mesnière comme président et Charlemont comme trésorier. La popularité du fils Charlemont, Charles, s'étend jusqu'à Londres, où il se rendra pour affronter Victor Casterès, vraisemblablement. Et il y aurait d'ailleurs défait un boxeur anglais dans un affrontement le 24 juillet 1887. On ne connaît ni le niveau exact du boxeur anglais, ni le déroulement précis de la rencontre, mais l'information circule et contribue au prestige de la méthode Charlemont. Les relations que le père avait tissées durant son exil en Belgique permettent au fils de participer à ces rencontres internationales. En 1892, père et fils Charlemont sont même conviés à participer à la création d'une école normale civile de gymnastique, un projet ambitieux qui s'arrêtera malheureusement au bout d'1 an pour cause de dissensions internes. Alors, pourquoi ce succès chez les Charlemont ? Eh bien, il tient à plusieurs facteurs qui se combinent. D'abord, la concurrence est affaiblie. La boxe militaire de Joinville ne satisfait pas le pratiquant civil. Charles Lecourt enseigne toujours, mais il est âgé et enseigne à un cercle limité d'élèves favorisés sans ambition de diffusion large. Ensuite, Charlemont propose quelque chose de techniquement différent. Plus de coups de pied, plus d'enchaînement. Une dimension spectaculaire que la méthode Lecourt n'a pas. Il y a quelque chose de vivant dans sa boxe, une forme de théâtralité maîtrisée qui séduit les publics des grandes représentations. Effectivement, on s'écarte un petit peu de la boxe des Lecourt, plutôt pragmatique et efficace. Mais surtout, et c'est peut-être le facteur décisif, la méthode Charlemont est portée par un discours hygiéniste et pédagogique qui la rend acceptable, voire désirable aux yeux des classes éduquées et des institutions. Le docteur Lagrange, qui rédige la préface du Grand Traité de Charlemont, le dit avec une éloquence qui sent son époque. La boxe française telle que Charlemont la professe, comme il dit, n'est pas seulement l'art de la défense personnelle. C'est le plus hygiénique de tous les sports, et c'est de toutes les formes de gymnastique, celle qui s'adapte le mieux à l'éducation physique du jeune homme et de l'enfant, celle qui développe le plus régulièrement toutes les parties du corps humain, qui perfectionne le plus sûrement toutes les aptitudes physiques. Ainsi, la boxe française n'y est plus présentée comme un art du combat uniquement, mais aussi comme une gymnastique supérieure. Elle forme le corps dans sa totalité, elle développe l'équilibre, elle est saine. Dans le contexte de la Troisième République, obsédée par la régénération physique de la race française après la défaite de la guerre franco-prussienne, ce discours est exactement ce qu'il faut pour s'imposer dans les institutions. C'est d'ailleurs ce qui explique que la méthode Charlemont
soit retenu par Le Guenec, professeur de gymnastique à l'École normale des instituteurs de la Seine et sous-inspecteur de gymnastique de la ville de Paris, pour la rédaction de son manuel. La méthode militaire de Joinville y est explicitement bannie, le mot figure dans le texte, car jugée dangereuse et contraire aux objectifs pédagogiques. La méthode Charlemont, elle, est hygiéniste, progressive et jugée adaptée aux enfants. Elle a tout ce qu'il faut pour plaire aux éducateurs républicains. Et c'est ainsi qu'elle va prendre le pas sur la méthode Lecours et le modèle Joinvillais. En tout cas, dans le monde de l'éducation. Pendant que les institutions massifient et codifient la boxe française, que se passe-t-il dans les espaces qui ne dépendent pas de l'État ou de l'administration publique? La situation est à la fois plus complexe et plus vivante. Après 1871 et la Commune, plusieurs figures importantes de la boxe française ont disparu du paysage parisien. Hubert Lecourt, Louis Le Boucher et Louis Vigneron sont morts. Joseph Charlemont est en exil en Belgique. Il ne reste en France que Charles Lecourt qui enseigne toujours à un cercle choisi d'aristocrates et de bourgeois. C'est dans ce contexte qu'il faut lire l'épisode de la salle Valentino. En 1873, cette salle parisienne du boulevard Saint-Honoré, qui est une salle polyvalente habituée à organiser des bals, des concerts, des bals masqués et même du patinage, organise des assauts de boxe et d'escrime ouverts au public. Le directeur, un certain monsieur Rive, que Joseph Charlemont identifie comme ancien prévôt de Vigneron, en demande l'autorisation à la préfecture de police qui va l'accorder. La réaction des milieux académiques de l'époque est immédiate et révélatrice. Dans la rubrique Boxe française de la revue Le Sport numéro 31 du mercredi 30 juillet 1873, un article décrit la scène avec une condescendance à peine voilée. Le public est nombreux et enthousiaste, mais dans une partie de la salle, des membres du cercle des éclaireurs, qui sont des aristocrates et des bourgeois élèves de Charles Lecourt, expriment leur désapprobation. Et l'auteur de l'article, qui prend clairement leur parti, parle de la boxe française comme un art sérieux, froid, calme, au suprême degré, bien différent des exercices de lutte auxquels se sont livrés ce soir-là les champions de la salle Valentino, c'est-à-dire les boxeurs employés pour l'occasion par la salle Valentino. Ce texte est précieux parce qu'il cristallise la fracture entre deux rapports ici à la boxe française. D'un côté, les champions de la salle Valentino, employés par monsieur Rive, ancien prévôt de Vigneron, et de l'autre, la boxe française des frères Lecourt, celle des mouvements contrôlés, réfléchis, avec une économie du geste et une maîtrise qui se suffit à elle-même sans chercher à épater la galerie, là où il a eu été reproché à monsieur Vigneron d'avoir une boxe plus spectaculaire. Ainsi, si les champions de la salle Valentino ont été employés par monsieur Rive, ils ont peut-être été formés par lui et donc directement ou indirectement par monsieur Vigneron. Ce qui est frappant, en tout cas, c'est que la presse de l'époque, celle que lisent les classes dominantes, valide sans hésitation la deuxième vision, c'est-à-dire celle de la boxe des frères Lecourt. La boxe spectaculaire est jugée vulgaire. La boxe de salle, elle, est élevée. Ce jugement de valeur a des conséquences pratiques immédiates. Le marché civil se restructure. L'almanach des commerçants de Paris, le Didot Bottin, d'où bottin téléphonique, ne dénombre en 1874 et 1875 que 2 professeurs de boxe à Paris, Charles Ducrot, le Montpellierin, et Charles Lecourt, parmi 38 professeurs d'escrime. Ducrot disparaîtra même de l'annuaire en 1880. La boxe migre progressivement des salles privées vers les grands gymnases commerciaux qui prolifèrent dans le tout Paris de ces années-là. Ces grandes structures polyvalentes deviennent les nouveaux lieux de pratique de la boxe française bourgeoise parmi d'autres activités qui y sont proposées. La boxe française n'est plus l'affaire de maîtres d'armes indépendants recevant leurs élèves dans les salles privées. Elle s'intègre dans des établissements commerciaux plus grands, plus visibles et plus accessibles. Et cette intégration va changer quelque chose d'essentiel. Pour survivre dans ces espaces, il faut remplir les salles.
Et pour remplir les salles, il faut donner au public ce qu'il veut. C'est là qu'entre en jeu un mécanisme que l'on n'a peut-être pas assez souligné dans l'historiographie de la boxe française. La concurrence entre instructeurs comme moteur du glissement vers le combat. À partir du 1er février 1893, quand Joseph Charlemont prend sa retraite et laisse la direction de l'académie à son fils Charles, la situation se complexifie. La boxe française est devenue un commerce rentable et les jalousies s'exacerbent dans le milieu. D'autres professeurs ambitieux entrent en scène. Le plus redoutable est un certain Albert, qui publie en 1896 La boxe française, théorie nouvelle en 25 leçons. Un livre clairement conçu pour concurrencer la méthode Charlemont. 3 ans plus tard, Charlemont publie ses 2 grands ouvrages en réponse. L'opposition est réelle, éditoriale et commerciale à la fois. En février 1897, la Société des boxeurs français fusionne avec le Cercle de l'Escrime, situé rue Thébout, et prend Joseph Charlemont comme professeur. Mais dès le mois d'août 1897, Charlemont démissionne pour des raisons que les archives ne permettent pas d'établir clairement. L'exclusion de 2 autres professeurs réputés de l'époque, Castérès et Leclerc, laisse supposer des luttes intérieures pour le pouvoir au sein de la société. En avril 1901, Albert déménage au 13 rue de Londres, dans une grande salle bien équipée. Décrite dans un article du journal L'Auto-Vélo du 16 avril intitulé « Albert change d'adresse ». Il défie publiquement Castérès et le fils Charlemont. Ce dernier accepte, moyennant un enjeu de 5 000 francs. Albert se désiste face à ce montant. Mais l'incident dit quelque chose d'important. La boxe française glisse vers une logique de défi public, de mise en scène de la rivalité et de spectacle médiatisé. Ce glissement a une logique interne très claire. Pour un instructeur, rien ne vaut comme publicité qu'une victoire publique sur un concurrent. La soirée d'assaut devient une vitrine commerciale. Le problème, c'est que cette logique est fondamentalement incompatible avec la règle centrale de la pratique de l'époque, la touche annoncée, qui suppose que les 2 adversaires jouent le jeu de la courtoisie réciproque sans chercher à désigner un vainqueur. Car la règle traditionnelle de la touche annoncée est inadaptée à un contexte où il faut désigner un vainqueur et un vaincu. Elle suppose que les 2 adversaires jouent le jeu de la courtoisie. Si l'un d'entre eux ne joue pas le jeu, si l'un d'eux cherche à gagner plutôt qu'à bien boxer, toute la belle mécanique s'enraye. C'est exactement ce qui se passe dans les rencontres entre Charles Charlemont, le fils, et Victor Castérès. Castérès est un boxeur de talent, mais son style s'éloigne de la méthode Charlemont et de l'académisme de l'époque. Il boxe avec des gestes plus proches de la boxe anglaise. Il ne s'arrête pas toujours sur un coup touché, et il recherche l'efficacité plus que l'élégance. Le journaliste du Midi Sport du 4 mai 1898 le note explicitement, soulignant que Castérès, je cite, « ne s'arrêtait pas toujours sur un coup touché, ce qui semblait de nature à dissimuler les avantages de son adversaire. » Leur rencontre fait couler beaucoup d'encre, notamment au cirque d'été en février 1898, où le tragique dénouement, comme l'évoque un journaliste du Midi Sport, est attendu. Ce tragique dénouement, c'est le hors-combat, mais il ne va pas se produire, forcément. A également la rencontre à Marseille en mai de la même année, à la Société française de boxe, où le même scénario se produit. Un assaut entre Castérès et Charlemont, fils, est le clou du spectacle, mais le public reste sur sa faim. Encore à la salle Wagram en mai 1901, avec un assaut organisé par le journal L'Auto-Vélo. Ces rencontres sont de véritables événements médiatiques, annoncés des jours à l'avance et commentés dans plusieurs journaux. Mais les rencontres se produisent sans juge, sans arbitre, et donc sans vaincu et sans vainqueur. L'assaut de mai 1901 à la salle Wagram est particulièrement instructif. Le compte-rendu publié dans l'Auto-Vélo du 11 mai parle de 21 minutes de combat, dont une première reprise de 8 minutes. Ainsi, le rythme est lent. La règle de la touche annoncée permet de s'observer longuement avant d'attaquer. 2 pauses vont entrecouper l'assaut. Le fils Charlemont utilise davantage les pieds
et Casteres davantage les points. Mais Paris Sport, cité dans l'auto-vélo du 12 mai 1901, note avec ironie que les deux professeurs se sont à maintes reprises comportés comme des apprentis, je cite, oubliant si possible être évités et que la riposte ne doit jamais avoir lieu sur le coup touché. C'est un aveu involontaire mais révélateur. Même les plus grands maîtres, sous la pression du public et de l'enjeu commercial, oublient les règles de courtoisie. La réalité du combat déborde les conventions de l'assaut. Depuis les premières apparitions des boxeurs britanniques à Paris en 1814 et la création du Jockey Club en 1833, la boxe anglaise est connue en France, mais elle est pratiquée dans un cercle très restreint, par curiosité ou exotisme, plus que par conviction. Dans la seconde moitié du 19e siècle, la donne va changer puisque la boxe anglaise s'est répandue dans le monde entier et notamment aux États-Unis, où les grands matchs de champions deviennent des événements planétaires relayés par la presse internationale. En France, la résistance est longue. Les combats réels sont toujours interdits par la loi. La règle de la touche annoncée s'applique donc aux rencontres pour pouvoir les organiser. Et pendant longtemps, les Français regardent la boxe anglaise avec un mélange de fascination et de condescendance. Mais peu à peu, l'engouement va grandir. Et en 1898, le journaliste Philippe Darril, alias Pascal Grousset, va publier un long article dans lequel il compare l'attitude de deux boxeurs anglais, bien assis sur leurs jambes et se martelant le buste à poing fermé, à la grâce et la légèreté des boxeurs français. Il conclut à la spécificité irréductible des deux disciplines et à la nécessité d'organiser deux concours séparés lors de l'exposition internationale de 1889. Malheureusement, l'idée est abandonnée, mais elle montre que la comparaison est dans tous les esprits. Ce qui s'opère ensuite, c'est une mutation progressive des pratiques et des mentalités que l'on ne peut pas attribuer à telle ou telle figure, mais plutôt à un mouvement de fond. La société française des années 1890 est traversée par un nouvel enthousiasme pour le sport. Le vélo, la natation, l'athlétisme et un peu plus tard le football. La presse sportive explose. Le public qui lit le vélo ou l'auto est habitué aux compétitions avec des résultats tranchés, des vainqueurs et des records. C'est dans cette culture-là que la boxe anglaise va trouver son terrain de développement en France. Pas dans l'héritage d'un homme ou d'une tradition particulière, mais dans une attente sociale nouvelle. En novembre 1897, Victor Casteres, lui aussi, commence à organiser des représentations de boxe anglaise dans sa salle de la rue de la Bonne Nouvelle, tout en maintenant la convention des rencontres courtoises sans rechercher le hors-combat. Il sent déjà le vent tourner et s'adapte. La même année, en 1898, Charles Charlemont, le fils, répond à Monsieur Delafreté, qui l'interroge sur la comparaison entre les deux disciplines. Sa réponse est précise. En boxe anglaise, l'endurance au coup constitue l'une des qualités les plus appréciées, tandis que dans la boxe française, l'agilité et la souplesse sont indispensables. Deux philosophies du corps, deux rapports à la douleur et à l'impact, deux conceptions de ce que doit être un combattant. Il n'a pas tort sur le plan technique. Mais il esquive la vraie question. Que se passe-t-il quand les deux philosophies se rencontrent dans un même ring? En 1899, les championnats du monde de lutte sont organisés à Paris par le Journal des Sports, du 3 au 30 novembre. En 1901, le premier club de boxe anglaise est fondé à Paris. Le 19 mars 1902, le premier combat obéissant entièrement aux règles de la boxe anglaise se tient dans un lieu privé. Un certain Thierry contre un certain Van Roten. Un club populaire ouvre ses portes. L'Amical Boxing Club, avec comme professeur Louis Lorda, ou Lerda, selon l'orthographe, qui combattait aux États-Unis sous le nom de Kid Adler, et qui publiera, en 1944, un ouvrage intitulé Sachons boxer. La cotisation au club est de 2 francs par mois. Ça y est, la dynamique est enclenchée. C'est ainsi qu'un événement va être organisé le soir du 28 octobre 1899. L'événement fait grand bruit à Paris bien avant qu'il n'ait lieu. La revue Le Vélo publie une lettre
début octobre 1899, dans laquelle un certain Jerry Driscoll, champion de boxe de la marine anglaise, pas du Royaume-Uni, soyons précis, mais tout de même, défie le représentant de l'école de boxe française. Les conditions qu'il propose sont celles de la boxe anglaise pure. Ring de 16 pieds sur 16, gants de 4 onces, reprise de 2 minutes avec 1 minute d'intervalle. L'adversaire resté à terre 10 secondes sera déclaré vaincu. Enjeu, 1000 livres sterling. La réponse de Charlemont est publiée quelques jours plus tard dans Le Vélo. Le fils Charlemont accepte la rencontre, non sans condition. La principale, il veut porter des bottines de ville à fortes semelles, des chaussures épaisses à talons, capables de décupler l'impact d'un coup de pied. Effectivement, c'est de la boxe française, oui ou non. Le Vélo du 10 octobre rapporte que la discussion sur les chaussures donna lieu à une discussion interminable. On lui impose finalement des chaussons de salle. La rencontre est organisée à l'initiative d'Alex Luchenski, publiciste célèbre et directeur du Journal des Sports. Il se tient sous le patronage du journal Le Vélo au gymnase Pergolèse, dans un ancien manège hippique dont le sol est recouvert de sciure. On a donc ici un sol meuble, instable, peu favorable aux déplacements rapides et aux appuis nets qui sont la signature de la boxe française. Comme les combats sont toujours interdits, la rencontre est privée et se fait sur invitation non payante. La salle de 300 places est pleine, l'atmosphère est électrique. Le combat dure 8 reprises. Mené dans les premières, Charles Charlemont se reprend dans la dernière et assène un coup de pied qui met son adversaire hors combat. Victoire française, mais victoire immédiatement contestée. Les pro-Charlemont affirment que le coup a atteint l'estomac. Les pro-anglais soutiennent qu'il a visé les parties génitales. Le débat ne sera jamais tranché. Mais ce qui importe, ce n'est pas tant l'issue que ce combat révèle. C'est le journaliste Franz Reichel, dans le journal du Vélo, du dimanche 29 octobre 1899, qui le dit avec la plus grande clarté. Tous ces beaux coups classiques, académiques, qui dans les assauts de boxe française soulèvent notre admiration et notre enthousiasme, nous les avons cherchés en vain. Pourquoi ne les avons-nous pas eus ? Parce qu'ils étaient impossibles. Impossibles, oui, devant un adversaire qui se déplace, qui saute, tournoie et n'est jamais en place. Et Reichel continue en tirant 3 conclusions explicites. Premièrement, la boxe française ne se prête pas à un noble combat. Deuxièmement, il y a un abîme entre la boxe française des assauts que nous avons coutume de voir et la boxe française des combats. Autant l'une est gracieuse, étourdissante de brio, merveilleuse de souplesse, autant l'autre est terre-à-terre et enfantine. Troisièmement, il imagine ce qui se serait passé si de grands champions américains comme Jeffries, Chalky, Corbett ou McCoy avaient été à la place de Driscoll. Et il conclut en conseillant aux boxeurs français de continuer, dédaigneux des provocations, votre véritable escrime de la jambe, votre remarquable gymnastique, qui est et doit rester un art d'agrément dont à l'occasion on peut faire une redoutable arme de défense. C'est un éloge, mais c'est aussi une assignation à résidence. La boxe française est un art du face-à-face, de la ligne droite, de l'attaque alternée. Elle suppose que l'adversaire soit coopératif, ou du moins qu'il joue dans le même registre. Face à un boxeur anglais qui bouge, qui saute, qui ne joue pas le jeu de la belle ligne, les frontières sont plus floues. Les réponses aux défis qui suivent sont édifiantes. L'Américain McCoy défie Charles Charlemont, fils, qui répond dans Le Vélo du 31 octobre 1899 « Je suis un professeur et non un professionnel. J'enseigne. Je ne combats pas. » Victor Casteres, sollicité à son tour, dit la même chose avec plus de verve. Alors, restons-en à nos leçons. Nous sommes de simples bourgeois pionniers du self-defense. L'œil poché n'est pas encore dans nos mœurs. Ça viendra, ça vient petit à petit, mais ce n'est pas à nous de détruire pour amuser la galerie le fruit de quelques laborieuses années. Je refuse. Le professeur Albert, lui, accepte. Il demande quelques semaines de préparation et un sponsor. Mais finalement, la rencontre ne se fera pas et Driscoll proposera une revanche à Charlemont fils qui refusera.
Nous voilà donc au terme de cet âge d'or. En quelques décennies, la boxe française a accompli quelque chose de remarquable. Elle est entrée dans les institutions, l'armée, les sociétés de gymnastique et l'école. Elle a produit des champions, des théoriciens, des traités, des spectacles qui remplissaient les salles. Elle a séduit à la fois l'aristocrate et le bourgeois, le militaire et l'étudiant. Elle s'est donné une élégance, une doctrine et un vocabulaire. Et comme vous l'avez entendu, son influence a même atteint de manière indirecte la manière d'enseigner le karaté au Japon. Mais plusieurs dynamiques ont traversé cet épisode. D'un côté, il y a la boxe institutionnelle, la boxe du modèle de Joinville, qui tire sa légitimité de l'État et du fait qu'elle soit enseignée aux combattants de métier. Il y a également la boxe des grands instructeurs, celle des frères Lecourt d'un côté, la boxe académique des fils et pères Charlemont d'un autre côté. On peut citer également la boxe de combat dont le représentant le plus emblématique est Leclerc, prévôt des frères Lecourt. Malheureusement, ce modèle sera peu développé et on peut le regretter. Mais face à tout cela, face à la demande de changement du public parisien et face à la concurrence, les maîtres vont devoir s'adapter et les représentations en assaut ne suffisent plus. La pression monte. Il fallait trouver une forme plus explicite. Et c'est ce qui s'est passé le soir du 28 octobre 1899 dans ce manège recouvert de sueur, quand Charles Charlemont, le fils Charlemont, accepta de rencontrer et de combattre, non pas de faire assaut, non pas de tirer, mais de combattre contre un boxeur anglais. Ce soir-là, quelque chose s'est fissuré. Pas effondré, fissuré. Charles Charlemont a bien gagné. La France a bien son vainqueur. Mais Franz Reichel a mis des mots sur ce que tout le monde sentait confusément. Il y a un abîme entre la boxe française des assauts et la boxe française que l'on tente de transformer en boxe anglaise pour une représentation avec un résultat, un vainqueur et un vaincu. Les refus qui ont suivi de la part des boxeurs français défiés par des boxeurs anglais ou américains sont cohérents avec la logique. La vraie question n'était pas celle d'une tension philosophique entre deux âmes de la boxe. C'était une question commerciale et culturelle très concrète. Fallait-il transformer la boxe française pour conquérir le nouveau marché du sport de combat ou rester fidèle à ce qu'elle était au risque de se voir marginalisée par une discipline qui, elle, n'hésitait pas à désigner des vainqueurs? Ce choix-là, la boxe française du 19e siècle ne l'a pas fait. Elle l'a esquivé et habilement contourné. Par contre, celle du XXe siècle va y être confrontée de plein fouet. Et ça, c'est une partie de ce que nous aborderons dans le prochain épisode. Chers auditeurs, malheureusement c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Je vous encourage à aller voir les liens en description dans la bio. Je vous dis à bientôt pour le dernier épisode consacré à l'histoire de la boxe française. En attendant, n'hésitez pas à vous rapprocher des groupes de pratique de votre région pour faire revivre le patrimoine martial français.